Mes parents ne sont jamais venus me rendre visite après mon accident. Je les ai appelés, mais ma mère a ri. Ta sœur vient d'avoir son premier bébé. Plus personne ne se soucie de ton accident maintenant. Sous le choc, j'ai vérifié Facebook. Il participait à une somptueuse baby shower à Hawaï. Je suis restée sans voix. Mais le lendemain, ils m'ont appelé sans relâche, désespéré. Les appels n'ont pas cessé de l'après-midi. 20, 30 fois. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que je réponde finalement, plus par épuisement que par intérêt pour ce qu'ils avaient à dire. Qu'est-ce que tu veux, maman ? Ai-je demandé d'un ton sec en essayant de m'installer dans mon lit d'hôpital. Le plâtre à ma jambe pesait comme du plomb et les bleus sur mes côtes me lançaient à chaque respiration. Carolina, ma chérie, la voix de ma mère semblait méconnaissable, tremblante. Nous avons besoin de ton aide. C'est une urgence. J'ai presque ri. Une urgence ? Après que j'ai passé 3 jours à l'hôpital à cause d'un accident de voiture qui a failli me coûter la vie. Après que mon propre père n'ait même pas décroché quand j'ai appelé en pleurant depuis les urgences. Le contraste avec leur appel d'hier était si absurde que j'en suis restée sans mots. Ta sœur Luciana a des complications, a poursuivi ma mère. Le bébé a besoin d'une transfusion sanguine en urgence. Il a un groupe sanguin très rare et les médecins disent que tu es compatible. S'il te plaît, Carolina, nous avons besoin que tu viennes à Hawaï immédiatement. Ma tête tournait. 48 heures plus tôt, je m'étais réveillée sur un brancard, seule et terrifiée, après qu'un conducteur ivre a percuté ma voiture. L'infirmière m'avait demandé s'il y avait un membre de ma famille à prévenir, et quand j'ai appelé chez moi, tout ce que j'ai obtenu, c'est le mépris de ma mère, occupée à célébrer la baby shower de Luciana, ma sœur parfaite, la préférée, celle qui obtient toujours tout. Carolina, tu es toujours là ? C'est une question de vie ou de mort. La voix de mon père interrompit mes pensées. Il était lui aussi en ligne. Je suis à l'hôpital, papa, ai-je répondu sèchement. J'ai eu un accident. Vous le savez. Un silence gêné. Oui, nous en sommes désolés, mais là c'est très grave, a ajouté mon père. Le médecin dit que nous avons besoin de ton sang. Nous t'avons envoyé des billets d'avion pour demain. L'entreprise couvrira tous les frais. L'entreprise familiale, cet empire immobilier que mon père avait bâti fièrement et qu'il destinait toujours à ma sœur. J'ai pourtant étudié la finance et obtenu mon diplôme avec mention, mais on ne m'avait jamais proposé pour y travailler. Carolina est trop sensible pour le business, disait toujours mon père. Elle n'a pas la même poigne que Luciana. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. Le soir tombait sur Mexico tandis que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Ma famille, qui n'avait manifesté aucun intérêt pour ma santé, avait soudainement besoin de moi de toute urgence. Les médecins disent que je ne peux pas voyager, ai-je menti. L'accident était sérieux. On peut arranger ça, a insisté ma mère. On en discutera avec tes médecins. On louera un vol médical si nécessaire. J'ai fermé les yeux. Toute ma vie, j'avais été le second choix, la fille de réserve, la personne à qui ils faisaient appel quand ils avaient besoin de quelque chose, sans jamais être une priorité. À 16 ans, quand j'ai gagné le concours national de mathématiques, mes parents n'ont pas assisté à la remise de prix parce que Luciana avait un match de volley. À 22 ans, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai fêté seule, parce qu'ils étaient à Paris en voyage d'affaires avec ma sœur. Et maintenant, à 29 ans, après avoir frôlé la mort, je continuais à ne pas compter pour eux, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de moi. Je vais y réfléchir, ai-je répondu finalement. Je vous rappellerai demain. J'ai raccroché avant qu'ils ne protestent et j'ai éteint mon téléphone. La chambre d'hôpital est redevenue silencieuse, à part le bip régulier des machines. Mon amie Teresa est entrée avec un bouquet de fleurs et un sac de nourriture qui dégageait une odeur délicieuse. « Ça va ? Tu es pâle ?» m'a-t-elle demandé, déposant les fleurs à côté de mon lit. Ma famille, ai-je commencé, et je lui ai tout raconté. Teresa m'a écouté en silence, affichant progressivement la surprise puis l'indignation. « Tu es en train de me dire qu'ils ne se sont même pas inquiétés de savoir comment tu allais ? Que la seule chose qui les intéresse, c'est que tu serves de donneuse pour le bébé de ta sœur ? » J'ai hoché la tête, sentant enfin la réalité sur ma famille me frapper de plein fouet. Je ne sais pas quoi faire, Teresa. Une partie de moi veut t'aider, parce que c'est malgré tout un bébé innocent, mais l'autre partie en a assez d'être utilisée, a complété Teresa en posant la main sur la mienne. Carolina, tu as passé ta vie à satisfaire une famille qui ne te valorise pas. C'est peut-être le moment de penser à toi-même, pour une fois. Le lendemain,
le docteur Gonzalez est entré dans ma chambre alors que je consultais mon téléphone. J'avais 15 appels en absence de mes parents, et 3 messages de ma sœur Luciana, tous exigeant une réponse immédiate. Bonjour, Carolina, a dit le médecin, l'air un peu las. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? J'ai mal, mais ça va un peu mieux, ai-je répondu en posant mon téléphone. Docteur, j'ai une question. Bien sûr, je suis là pour ça. Si quelqu'un a besoin d'une transfusion sanguine, est-ce courant de réclamer absolument le sang d'un proche? Les banques de sang ne suffisent pas? Le docteur Gonzalez m'a regardé avec curiosité. Ça dépend. En général, on a recours au sang des banques de dons. On ne fait appel à un proche que dans des cas très spécifiques, par exemple pour des greffes de moelle osseuse ou des incompatibilités très rares. Pourquoi cette question? Je lui ai expliqué brièvement la situation de ma sœur et du bébé. Au fur et à mesure que je parlais, son expression devenait de plus en plus perplexe. Carolina, ce que vous me décrivez n'a pas de sens d'un point de vue médical. Les nouveau-nés ont rarement besoin d'une transfusion sanguine d'un membre de la famille en particulier. Et si votre sœur est à Hawaï, ils ont d'excellents hôpitaux et des banques de sang bien fournies. Ces mots ont confirmé mes soupçons. Quelque chose clochait dans l'histoire de mes parents. Merci, docteur, ai-je dit. Encore une question, vous pensez que je pourrais voyager quand? Étant donné vos fractures et vos contusions, je ne recommanderais aucun voyage avant au moins 2 semaines. Surtout pas en avion. La pression en cabine pourrait compliquer votre rétablissement. Après son départ, Teresa est revenue avec du café et le petit déjeuner. Je lui ai fait le compte-rendu de ma discussion avec le médecin. Ça ne me surprend pas, a-t-elle dit en croquant dans une viennoiserie. Tes parents mentent. La question, c'est pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée, ai-je répondu. Mais je suis décidée à le découvrir. J'ai pris mon téléphone et appelé ma cousine Daniela, infirmière dans un grand hôpital de Mexico. On s'est toujours bien entendu, et elle fait partie des rares personnes de la famille qui se soucient vraiment de moi. Dani, j'ai besoin de ton aide à propos de quelque chose de médical, lui ai-je expliqué. Il y eut un long silence de son côté. Carolina, ce que tu me racontes n'a aucun sens d'un point de vue clinique, a-t-elle fini par dire. Et puis, elle a marqué un temps d'arrêt, je ne sais pas si je peux te le dire. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Ma mère a discuté avec la tienne hier. Elle n'a rien mentionné à propos de complications chez le bébé. En réalité, elle a dit que Luciana et la petite allaient très bien. Elle a juste râlé parce que tu n'avais pas appelé pour les féliciter. Mon cœur a fait un bond. Le mensonge était donc encore plus gros que je ne le pensais. Merci, Dani. Je te revaudrai ça. Après avoir raccroché, Teresa et moi avons échangé un regard incrédule. Pourquoi mentirait-il ainsi? M'a-t-elle demandé. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était mon père. Carolina, il nous faut une réponse immédiatement, a-t-il exigé sans même me saluer. L'avion décolle dans 6 heures et nous devons confirmer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de le confronter. Papa, j'ai parlé avec plusieurs médecins. Votre histoire selon laquelle on aurait besoin absolument de mon sang n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Un silence lourd a suivi, avant que je n'entende un soupir de frustration. L'écoute, nous n'avons pas le temps pour les détails. C'est une urgence familiale, un point c'est tout. Tu viens ou pas? Non, pas avant que vous me disiez la vérité. La voix de mon père a baissé, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. Très bien, la vérité, c'est que nous avons besoin que tu signes certains documents importants. Mais on ne peut pas en parler au téléphone. Ça concerne l'entreprise. L'agence immobilière Vargas, la grande fierté de mon père, l'entreprise destinée à Luciana, pas à moi. Qu'est-ce qui pouvait les pousser à inventer une urgence médicale pour m'y faire signer quelque chose? Quel document? L'ai-je insisté. C'est compliqué. Il concerne l'expansion que nous prévoyons. Nous avons besoin de ta signature en tant que membre de la famille. Rien n'était logique. On ne m'avait jamais incluse dans aucune décision de la société. On n'avait jamais eu besoin de ma signature pour quoi que ce soit. Papa, je n'ai jamais eu la moindre part dans l'entreprise. Pourquoi auriez-vous besoin de ma signature? Autre blanc. Ton grand-père t'a légué des actions dans son testament. Nous ne te l'avons jamais dit. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas te distraire de tes études. Mais maintenant, nous avons besoin que tu transfères ces actions pour mener à bien un projet important. La révélation m'a coupé le souffle. Mon grand-père maternel était décédé 5 ans plus tôt.
Il m'avait légué des actions de l'entreprise, et mes parents avaient gardé le secret tout ce temps? Combien d'actions? L'ai-je demandé, la voix tremblante. 25%, a-t-il fini par lâcher. Mais ce n'est pas ça l'important en ce moment. L'important, c'est que nous avons besoin que tu signes ces documents tout de suite. Ma tête tournait. Un quart de l'entreprise m'appartenait de droit, et mes parents l'avaient caché pendant 5 ans. Combien de décisions avaient été prises sans moi? Combien d'argent avait circulé, dont une partie m'appartenait? Je te rappellerai plus tard, ai-je dit, puis j'ai raccroché, ignorant ses protestations. Teresa, qui avait tout entendu en haut-parleur, me regardait, bouleversée. Carolina, c'est très grave. Ils ont géré tes parts sans ton consentement, c'est potentiellement illégal. Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. Je me suis méfiée. Allô? Carolina Vargas? M'a demandé une voix d'homme que je ne connaissais pas. Je suis Martin Salazar, l'avocat de ton oncle Roberto. Mon oncle Roberto, le petit frère de mon père, avait été écarté de la société familiale il y a des années après une grosse dispute. On n'en parlait plus jamais. Mon oncle Roberto? L'ai-je répété, stupéfaite. Je n'ai pas de ses nouvelles depuis des années. Il essaie de te joindre, a expliqué l'avocat. Nous avons des informations importantes à propos de ton patrimoine dans l'entreprise Vargas. Pourrions-nous nous rencontrer? Un frisson m'a parcouru. Soudain, le désespoir de mes parents à obtenir ma signature prenait un tout nouveau sens, encore plus sombre. Bien sûr, ai-je dit, mais je suis à l'hôpital, je me remets d'un accident. On le sait, a-t-il répondu, ce qui m'a surprise. C'est précisément pour ça qu'on t'appelle maintenant. Nous pensons que tes parents vont tenter de profiter de ta situation pour te faire signer des documents qui nuisent grandement à tes intérêts. Mon cœur battait à tout rompre alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient. Ce mensonge autour du bébé, cette urgence pour aller à Hawaï, tout n'était qu'un plan pour me manipuler et me déposséder de ce qui me revenait de droit. Teresa m'a serré la main en signe de soutien tandis que je tentais de digérer tout ce qui se passait. Ma propre famille me mentait et me manipulait depuis des années, et ils étaient prêts à inventer une urgence médicale pour arriver à leur fin. Maître Salazar, ai-je déclaré d'une voix ferme, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Martin Salazar est arrivé à l'hôpital dans l'après-midi. Un homme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, un regard perçant derrière des lunettes à monture fine. Il portait une sacoche en cuir et affichait une préoccupation sincère. Je regrette de vous rencontrer dans de telles circonstances, Carolina, a-t-il dit en s'installant près de mon lit. Ton oncle Roberto a essayé de te contacter à de nombreuses reprises ces dernières années. Je n'ai jamais reçu le moindre message, ai-je répondu, désorienté. Martin a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Nous le soupçonnions. Ton père intercepte toutes les tentatives. Nous sommes même passés par un service de messagerie spécial l'an dernier pour te faire parvenir des documents, mais la personne qui les a reçus chez toi n'était pas toi. Un souvenir m'est revenu, le jour où ma mère est apparue à l'improviste chez moi, soi-disant pour m'aider à faire un grand ménage. Elle cherchait en réalité à intercepter ces documents. Martin a sorti plusieurs dossiers de sa sacoche et les a disposés sur la petite table de ma chambre. Ton grand-père, Ernesto Vargas, t'a légué 25% des actions de l'agence immobilière Vargas. Mais ce n'est pas tout, il marqua une pause. Il t'a aussi laissé la propriété intellectuelle de plusieurs projets architecturaux qu'il a conçus, notamment celui des Torres Esmeralda. J'en ai eu le souffle coupé. Les Torres Esmeralda sont le projet le plus rentable de la société, un ensemble d'immeubles de luxe dans le quartier le plus chic de la ville, générant des millions de revenus annuels. Mon père a toujours prétendu qu'il avait lui-même conçu les Torres Esmeralda, ai-je murmuré, sentant mon univers s'écrouler un peu plus. Ton grand-père était le cerveau de ce projet. Ton père ne l'a réalisé qu'après son décès, a précisé Martin. Mais d'après les clauses du testament, tu aurais dû toucher les royalties de ce projet et d'autres encore. Nous parlons de sommes importantes. Il m'a montré les documents, contrats et copies du testament. Il y avait les tampons notariés, les dates, les signatures. Pas de doute possible, depuis 5 ans, mes parents me volaient mes droits. Pourquoi mon oncle Roberto voudrait-il m'aider? L'ai-je demandé, tentant de couvrir tous les angles. Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis longtemps. Martin a esquissé un léger sourire. Ton oncle t'a toujours porté dans son cœur. Il disait que tu étais la seule de la famille à avoir l'intelligence et la sensibilité de ton grand-père. Et puis, il a hésité, il a lui aussi été victime des manigances de ton père. Il s'est fait écarter de la société avec des méthodes similaires. Mon téléphone a vibré.
Encore un message de ma mère. L'avion part dans 3 heures. S'il te plaît, confirme que tu vas venir. C'est pour ta nièce. J'ai ressenti un mélange de colère et de douleur d'une telle intensité que j'ai dû fermer les yeux un instant. Quel document voulait-il que je signe à Hawaï? L'ai-je demandé. Martin a sorti un autre dossier. Nous avons obtenu une copie des papiers qu'ils ont fait préparer. C'est un transfert complet de tes actions et de tous tes droits vers une nouvelle société contrôlée par ton père et ta sœur. Si tu signais ça, tu perdrais tout. J'ai jeté un œil au document, le cœur au bord des lèvres en voyant ces clauses taillées sur mesure pour me dépouiller. Comment l'avez-vous obtenu? L'ai-je demandé. Ton oncle Roberto a encore des contacts à l'intérieur. Une secrétaire lui a fait fuiter l'info. J'ai regardé ce document, la nausée me gagnant en lisant ces clauses destinées à m'évincer. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? L'ai-je demandé. Nous pouvons déposer une plainte pour gestion frauduleuse de biens, a-t-il expliqué. Nous avons suffisamment de preuves pour démontrer qu'ils ont utilisé ta part de l'entreprise pendant 5 ans sans ton consentement. Mais je dois te prévenir, ce sera un procès compliqué. Ton père a des relations et des ressources. Teresa, qui nous avait laissé un moment pour qu'on discute en privé, est revenue avec des cafés pour tout le monde. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. Tu es toute pâle, Carolina. Tu es sûre de vouloir gérer ça tout de suite? J'ai lentement hoché la tête. L'analgésique commençait à ne plus faire effet, si mon corps et mon esprit étaient épuisés, j'avais besoin de réponses. Je peux parler directement à mon oncle Roberto? L'ai-je demandé à Martin. Pas par l'intermédiaire d'avocat. Bien sûr, a-t-il répondu, décrochant son téléphone. Il attend que je l'appelle. Quelques minutes plus tard, j'entendais la voix de mon oncle, pour la première fois depuis plus d'une décennie. Elle était plus grave que dans mes souvenirs, mais portait encore cette chaleur qui me rassurait quand j'étais enfant. Carolina, ma petite, a-t-il dit, ému. Tu ne peux pas savoir combien de fois j'ai essayé de te contacter. Oncle Roberto, je n'étais au courant de rien, ma voix s'est brisée. Toutes ces années, j'ai cru que tu t'étais éloigné de nous volontairement. Ton père a tout fait pour que tu le croies, a-t-il expliqué d'un ton amer. De la même façon qu'il t'a caché ton héritage. J'ai voulu te prévenir quand ton grand-père est mort, mais il m'a menacé d'une injonction si je m'approchais de toi. Nous avons discuté plus d'1 heure. Mon oncle m'a raconté comment mon père l'avait expulsé de la société familiale par des tactiques malhonnêtes, des documents trafiqués, des réunions oubliées, des décisions prises derrière son dos. Toute l'histoire de la famille que je connaissais n'était en réalité qu'une version tronquée. Qu'est-il arrivé à tes parts? L'ai-je demandé. J'ai dû les vendre à ton père pour une bouchée de pain, a-t-il répondu. Je n'avais pas le choix. Mais je me suis assuré que ton grand-père te protège dans son testament. On avait juste sous-estimé la capacité de ton père à tout manipuler. J'ai raccroché et suis resté un moment dans le silence, tentant d'assembler toutes ces révélations. Ma famille, mes souvenirs d'enfance, l'image de mes parents, tout se retrouvait sali par l'ombre de leurs mensonges. Qu'est-ce que tu veux faire, Carolina? M'a demandé Martin. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital. La nuit enveloppait la ville. Quelque part là dehors, mes parents devaient être en train de paniquer parce que leur plan tombait à l'eau. Et pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de choisir le cours de notre relation. Je veux récupérer ce qui est à moi, ai-je affirmé avec une détermination que j'ignorais avoir. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait subir depuis des années, me faisant croire que je ne valais rien alors qu'en vérité, ils me volaient. Ça s'arrête maintenant. Teresa a serré ma main en signe de soutien. Je suis avec toi, m'a-t-elle dit. Quoi qu'il arrive. Nous aussi, a ajouté Martin. Ton oncle Roberto attend ça depuis longtemps. Tu ne seras pas seul. Cette nuit-là, alors que les infirmières effectuaient leur ronde et que l'hôpital retrouvait le calme caractéristique des petites heures du matin, j'ai pris une décision qui changerait le cours de ma vie. L'accident qui avait failli me tuer m'avait, paradoxalement, sauvé de la signature d'un document qui m'aurait tout fait perdre. Parfois, me suis-je dit, les épreuves les plus dures se transforment en catalyseurs de changement. Mon corps me faisait encore souffrir, mais j'avais désormais un but clair, récupérer mon dû et tracer ma propre route, loin des manigances de ma famille. Mon téléphone a sonné à minuit. C'était ma sœur. Luciana, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais tu fais une grosse erreur. Sans ta signature, on risque tous de tout perdre. Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, je n'avais aucune envie de m'expliquer auprès de ma famille. C'était à eux de se justifier, pas à moi.
2 semaines se sont écoulées depuis ma découverte. J'ai fini par sortir de l'hôpital, mais je devais toujours me déplacer avec des béquilles à cause de ma jambe cassée. Teresa a insisté pour que je vienne vivre chez elle pendant ma convalescence, prétextant que je ne devais pas rester seule. Mais au fond, nous savions toutes deux que c'était une mesure de sécurité, nous ne savions pas de quoi ma famille serait capable. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant ces 2 semaines. Mes parents alternaient supplications et menaces à peine voilées. Luciana, elle, est passée de messages conciliants à des accusations de mon égoïsme qui détruirait la famille. J'ai tout ignoré, tandis que je préparais avec Martin et son équipe juridique notre dossier. Nous sommes prêts à déposer la plainte, m'a confirmé Martin lors de notre réunion hebdomadaire chez Teresa. Mais il y a une autre option que tu dois envisager, ton oncle Roberto propose une solution alternative. Plutôt qu'un procès long et coûteux, on pourrait négocier un accord. Tu récupères le contrôle intégral de tes actions et tes royalties en retard, sans engager de poursuite pénale pour fraude contre tes parents. J'ai réfléchi à la proposition. Une partie de moi voulait une justice totale, les voir confrontés aux conséquences de leurs actes. Mais une autre partie, plus pragmatique, comprenait qu'un procès prolongé générerait plus de souffrance, me retenant enchaînée à eux pendant des années. Qu'en penses-tu, Teresa ? Lui ai-je demandé. Elle m'avait soutenue sans faille. Je pense que tu dois faire ce qui te donnera la paix, Carolina. Elle a haussé les épaules. Un procès pourrait te donner la satisfaction de la vengeance, mais t'obligerait aussi à rester lié à ta famille pendant longtemps. La question, c'est, qu'est-ce que toi, tu veux vraiment ? J'ai pesé ces mots. Que voulais-je réellement ? De la justice, oui, mais aussi ma liberté. La liberté de ne plus subir leur toxicité, leurs manœuvres, l'impression constante d'être rabaissée. J'accepte la proposition de négociation, ai-je décidé, mais à une condition, je veux les affronter en personne, face à face. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux quand je leur dirai que je sais tout ce qu'ils ont fait. Martin a opiné. On peut organiser ça en terrain neutre, dans mon cabinet ? Non, l'ai-je coupé. Je veux que ce soit dans les locaux de l'agence Vargas, dans la salle de réunion où mon grand-père dirigeait ses comités. Il a eu un air surpris, puis un léger sourire. C'est risqué, mais symbolique. Très bien. Je prendrai des dispositions pour la sécurité, au cas où. 3 jours plus tard, j'arrivais dans l'immeuble de verre et d'acier abritant le siège de la société immobilière Vargas. C'était la première fois que je mettais les pieds là-bas depuis des années, car ce territoire était principalement celui de mon père et de Luciana. Le garde du corps engagé par Martin me suivait discrètement alors que je me déplaçais en béquille à travers le hall. Plusieurs employés me dévisageaient, certains semblant me reconnaître, même sans m'avoir jamais officiellement rencontré. La réceptionniste, une jeune femme à l'air efficace, m'a lancé un sourire de politesse qui s'est figé en me voyant. « Mademoiselle Carolina ?» m'a-t-elle appelée, visiblement surprise. « Je ne vois pas votre nom dans l'agenda. Permettez-moi d'appeler l'assistante de Monsieur Vargas. » « Ce ne sera pas nécessaire, » est intervenu Martin, arrivant avec 2 assistants chargés de cartons de dossier. Le rendez-vous a été confirmé hier. Je suis Martin Salazar, l'avocat de Mademoiselle Vargas. La réceptionniste a blêmi en reconnaissant le nom. Très bien, maître Salazar. Je vais vous accompagner. Dans l'ascenseur, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de détermination. J'allais enfin affronter ma famille sur leur propre terrain, avec la vérité et une assurance nouvelle. La salle de réunion principale occupait tout l'étage supérieur, avec de grandes baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville. Une longue table en bois massif pouvait accueillir plus de 20 personnes. Au fond, un grand portrait de mon grand-père, le regard austère et digne, dominait la pièce. Mon père, ma mère et Luciana m'attendaient déjà, avec, à leur côté, l'homme que je supposais être leur avocat. Tous les 3 m'ont regardé avec des expressions allant de la surprise, ma mère, à une colère à peine contenue, mon père. Carolina, a commencé mon père d'un ton maîtrisé. Nous ne pensions pas que tu viendrais en personne, vu ta condition. J'ai vu son regard glisser sur mes béquilles, oscillant entre dédain et sollicitude feinte. Je me remets, ai-je répondu calmement. Merci de t'en soucier maintenant, plutôt que quand j'étais à l'hôpital. Mon père a eu un rictus, ma mère a baissé les yeux, confuse, et Luciana gardait sa posture hautaine habituelle. Je me suis assise à l'extrémité de la table, en face d'eux. Martin et ses assistants ont déballé leur dossier avec méthode, comme dans un tribunal. L'avocat de ma famille paraissait de plus en plus mal à l'aise. Tout ce cirque était-il nécessaire, Carolina ?
L'est intervenue Luciana. On aurait pu régler ça en privé, en famille. Je l'ai regardée droit dans les yeux, me permettant enfin de voir en elle plus que la grande sœur parfaite que j'avais jadis admirée et enviée. Je ne voyais plus qu'une femme complice d'un vol systématique de mon héritage. En famille, ai-je répété. La même famille qui a inventé une urgence médicale avec ton bébé pour me faire signer des documents frauduleux? Cette famille-là? Ma mère a eu l'air mortifiée, mais mon père et Luciana ont gardé un visage impassible. C'était un malentendu? A murmuré ma mère. Un malentendu qui a duré 5 ans, ai-je répliqué. Qui m'a coûté des millions en royalties et dividendes. Un malentendu qui m'a fait croire que je n'étais pas assez douée pour faire partie de cette entreprise, alors qu'en réalité, j'en possède un quart. L'avocat de la famille, un homme d'environ 60 ans, le regard calculateur, a tenté d'intervenir. Mademoiselle Vargas, je comprends votre contrariété, mais il faut tenir compte de la complexité juridique autour du testament de votre grand-père. Épargnez-moi ce discours, maître, l'ai-je interrompu. Nous avons des copies du testament original, légalisées. Les clauses sont limpides. Martin a fait glisser un dossier vers le milieu de la table. Voici notre proposition de règlement amiable, a-t-il expliqué d'un ton professionnel. Mademoiselle Carolina Vargas récupère l'intégralité de ses actions, plus le paiement de tous les royalties et dividendes en retard, avec intérêt composé. En échange, elle renonce à toute poursuite pénale pour fraude et mauvaise gestion à l'encontre de la famille Vargas. Mon père a ouvert la chemise et parcouru les documents. Son visage a blêmi à mesure qu'il avançait. Finalement, il a regardé leur avocat, qui a acquiescé, puis Luciana, qui a fait la grimace. C'est absurde, a laissé échapper Luciana. Tu réalises la somme énorme que ça représente? La société ne peut pas payer tout d'un coup. La société utilise ma propriété intellectuelle depuis des années sans me reverser un centime, ai-je répliqué. Et tu étais au courant, Luciana. Vous l'étiez tous. Mon père s'est penché en avant, prenant son air intimidant de négociateur chevronné. Carolina, tu as toujours été la plus émotive de la famille. Tu n'as jamais compris comment fonctionnent les affaires. Ton grand-père a commis une erreur en te léguant ses actions. Il l'a reconnu lui-même avant de mourir. C'était un mensonge tellement énorme que j'ai failli sourire. Mon grand-père est mort subitement d'une crise cardiaque, il n'a pas eu le temps de regretter quoi que ce soit. Si tu signes cet accord, a poursuivi mon père, tu détruiras tout ce qu'on a construit. L'entreprise a besoin de ses ressources pour de nouveaux projets. Tu vas ruiner l'avenir de toute la famille, y compris celui de ta nièce qui vient de naître. C'était la manipulation de la dernière chance, me culpabiliser en invoquant le bien-être de tous. Ce n'est pas à moi de réparer tes erreurs, papa, ai-je rétorqué. C'est toi qui m'as mise à l'écart, toi qui as mal géré la société, toi qui m'as menti pendant des années. Il a poussé un profond soupir, tandis que ma mère restait muette, les larmes aux yeux, et que Luciana semblait interdite. L'avocat de la famille feuilletait ses papiers sans mot dire. Martin est intervenu. Nous vous laissons jusqu'à demain midi pour prendre une décision. Soit nous nous accordons à l'amiable, soit nous déposons plainte au pénal. Mon père a abattu la paume de sa main sur la table. C'est du chantage. Non, papa, ai-je corrigé calmement, c'est la justice. J'ai pris appui sur mes béquilles et me suis levé, tournant le regard vers le portrait de mon grand-père. Pendant un bref instant, j'ai cru lire un air d'approbation dans ses yeux peints. Une dernière chose, ai-je ajouté. À partir d'aujourd'hui, je prends une part active dans la gestion de l'entreprise. Je veux avoir accès à tous les registres financiers, tous les contrats et tous les projets en cours. C'est impossible. A protesté mon père. Tu n'y connais rien. J'ai un master en finance d'entreprise et 5 ans d'expérience en analyse d'investissement, l'ai-je coupé. Une expérience que tu n'as jamais reconnue, parce qu'elle ne correspondait pas à l'idée que tu te faisais de moi. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ces compétences vont être très utiles à la société. Ma société. Ma mère a éclaté en sanglots. Luciana me regardait, sans voix, et mon père, pour la première fois, semblait totalement démuni. Tu ne sais pas ce que tu fais, a-t-il lâché, un peu éteint. Pour la première fois de ma vie, papa, je sais exactement ce que je fais. J'ai quitté la pièce, suivi de Martin et de ses collaborateurs. Avant de passer la porte, je me suis tourné une dernière fois vers eux. Vous avez jusqu'à demain pour choisir, l'accord ou la ruine. À vous de voir. La nuit qui a suivi a été la plus longue de ma vie. Teresa est restée avec moi chez elle.
me préparant du thé et m'écoutant patiemment raconter et ressasser chaque détail de la confrontation. Tu aurais dû voir leur tête, lui ai-je dit. Pour la première fois, mon père n'avait pas la situation en main. Je me suis sentie libérée. Tu crois qu'ils vont accepter ta proposition? M'a-t-elle demandé, me servant du thé à la camomille. Ils n'ont pas vraiment le choix, ai-je répondu. S'ils vont en justice, ils ne perdront pas que de l'argent. Mon père risque des poursuites pénales. Et sa réputation, la chose à laquelle il tient le plus, sera anéantie. Mon téléphone a sonné un peu après minuit. C'était Luciana. Je peux te parler? M'a-t-elle demandé, d'une voix étonnamment fragile. Seule, sans avocat, ni papa, ni maman. Juste nous deux, entre sœurs. J'ai hésité. Je me souvenais des fois où j'avais baissé ma garde pour elle et m'étais fait avoir. Où ça? L'ai-je demandé finalement. Au café près de ton ancien appartement, dans 1 heure. Teresa m'a regardée, inquiète, quand je lui ai expliqué l'appel. Ça pourrait être un piège, m'a-t-elle prévenue. Je ne leur fais plus confiance après tout ça. Je le sais, ai-je admis, mais j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de la voir ailleurs que dans un cadre officiel, besoin de comprendre. Teresa a insisté pour m'accompagner mais est restée à une autre table. La cafétéria était quasiment vide à cette heure tardive, 2 étudiants sur leurs ordinateurs, un chauffeur de taxi buvant rapidement un café, et nous. Luciana est arrivée pile à l'heure, comme toujours, mais sans son maquillage impeccable ni ses tenues de luxe. Elle semblait exténuée, avec de larges cernes sous les yeux, et j'ai remarqué pour la première fois quelques cheveux blancs. Merci d'être venue, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Je sais que tu n'étais pas obligée. Qu'est-ce que tu veux, Luciana? L'ai-je demandé, sans détour. Elle a poussé un long soupir. D'abord, je tiens à m'excuser pour le coup du bébé. C'était l'idée de papa, mais j'ai accepté. C'est impardonnable, je le sais. Je ne répondis pas, attendant la suite. L'entreprise est en difficulté, Carolina. Et je parle de grosses difficultés. Les investisseurs avec qui papa négociait sont notre ultime chance de nous en sortir. À quel point est-ce grave? Luciana a jeté un œil autour d'elle, comme pour vérifier qu'on ne l'écoutait pas. Le dernier projet dans la zone Esmeralda a été un désastre. Dépassement de budget, problème de permis, des entrepreneurs qui ont arnaqué papa. On a perdu pratiquement tout ce qu'on y avait d'investi. Puis la crise immobilière a frappé. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi me cacher mon propre héritage? Luciana a baissé la tête. Au début, c'était la décision de papa. Tu étais trop jeune au moment où grand-père est mort, il ne voulait pas que ça perturbe tes études. Puis, quand l'entreprise a commencé à avoir des problèmes, il a changé. Il est devenu obsédé par l'idée de sauver les apparences, que personne ne sache qu'on était en difficulté. Et moi, j'ai suivi ses ordres. Tu m'as aidé à me faire voler mon dû, ai-je riposté. Luciana m'a regardé, les yeux emplis de larmes. Je sais. Je n'ai pas d'excuses. Mais, Carolina, si tu poursuis ton plan, si tu exiges toutes tes créances immédiatement, la société fera faillite. Des centaines d'employés se retrouveront au chômage. La manipulation par la culpabilité. Je ne suis pas responsable des erreurs de papa, ai-je rétorqué. C'est lui qui a choisi de me mentir. Luciana a hoché la tête. Je sais. Et si tu veux nous voir couler, je comprendrai. Mais je te demande seulement d'envisager une autre possibilité. Elle a sorti une chemise de son sac et l'a posée sur la table. C'est une contre-proposition. Papa reconnaîtra formellement que tu possèdes tes actions et la propriété intellectuelle laissée par grand-père. Tu percevras les arriérés de royalties sous forme de versements mensuels, avec intérêt, sur 5 ans. Et surtout, tu auras un siège au conseil d'administration. Tu pourras superviser toutes les décisions majeures. Tu auras la place qui aurait toujours dû être la tienne dans l'entreprise. J'ai ouvert la chemise pour en consulter le contenu. À première vue, les termes avaient l'air corrects, mais j'étais désormais sur mes gardes. Pourquoi vous ferais-je confiance, maintenant? Après tout ce que vous m'avez fait? Luciana a extirpé un autre document de son sac. Parce que cette fois, papa est prêt à signer ça. C'était une déclaration sur l'honneur, où il admettait d'avoir dissimulé l'existence de mon héritage, géré mes biens sans autorisation et tenté de me faire renoncer à mes droits. Un document qui le compromettrait s'il essayait de me trahir à nouveau. C'est surprenant, ai-je commenté. Il a failli faire un malaise quand son avocat lui a dit qu'il devait signer ça, a fait Luciana en esquissant un sourire amer.
Mais il a fini par comprendre qu'il n'avait pas le choix. Nous sommes restés un instant en silence. Pourquoi, Luciana? L'ai-je demandé finalement. Pourquoi m'avoir toujours traité comme si je valais moins que vous? Comme si je n'avais pas ma place? Elle a soupiré. Papa a toujours eu une idée fixe de la façon dont les choses devaient être. Moi, l'aînée, je devais lui succéder. Toi, tu étais différente. Trop sensible, trop curieuse. Il voyait ça comme de la faiblesse, elle a marqué une pause. Et moi, je voulais tellement son approbation que je me suis mise à voir le monde comme lui. Y compris toi. Des mamans. Maman fait toujours ce que papa dit. Ça a toujours été comme ça. Je pense que, dans le fond, elle sait que tout ça est mal, mais elle n'a jamais osé lui tenir tête. J'ai reposé les yeux sur les documents, pesant le pour et le contre. J'aurais pu exiger tout immédiatement, faisant couler la société. Ou j'aurais pu accepter l'offre, la soutenir, et récupérer peu à peu ce qui me revenait. Je dois en parler à mon avocat, ai-je conclu. Luciana a acquiescé. Évidemment, prends tout le temps nécessaire. Elle s'est levée, puis s'est arrêtée un instant. Carolina, il y a autre chose que tu dois savoir. C'est à propos de l'oncle Roberto. Et quoi? Papa lui a fait exactement ce qu'il essayait de te faire. L'a mis dehors en falsifiant des documents, en organisant des réunions dans son dos. Grand-père n'a jamais voulu ça. Elle s'est interrompue une seconde. Je pense que tu devrais envisager de le faire revenir aussi. Il comprenait mieux que personne la vision de grand-père. Sa suggestion m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Luciana soutienne le retour de notre oncle. Je vais y réfléchir, ai-je fini par répondre prudemment. Une fois partie, Teresa est venue me rejoindre à la table. Alors? M'a-t-elle demandé, en voyant les documents éparpillés. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, ai-je avoué. Je dois en discuter avec Martin et oncle Roberto. Le lendemain, nous nous sommes réunis tous les trois dans le cabinet de Martin, où nous avons passé des heures à disséquer la contre-proposition de mes parents, à la recherche de pièges ou de clauses suspectes. Juridiquement, c'est solide, a conclu Martin. Avec la déclaration signée par ton père, tu as une garantie supplémentaire. Mais la décision t'appartient, Carolina, veux-tu accepter des paiements échelonnés et une place dans l'entreprise, ou exiger tout immédiatement, quitte à liquider la société? Mon oncle Roberto, silencieux jusqu'ici, a pris la parole. Ton grand-père n'a pas créé l'agence Vargas pour qu'elle fasse faillite ni pour qu'elle soit rachetée par des investisseurs étrangers, a-t-il dit d'une voix posée. Il l'a bâtie pour la famille, pour créer quelque chose de durable. Ton père s'est égaré, mais l'entreprise en elle-même, la vision originale, mérite d'être sauvée. Même après ce qu'ils t'ont fait? L'ai-je demandé. Il a souri tristement. Il ne s'agit pas de ton père ou de moi, mais de respecter l'héritage de ton grand-père. Et cet héritage est entre tes mains maintenant, Carolina. Il l'a toujours été. J'ai médité longuement ces paroles au cours de la nuit. Sur mon grand-père, dont le portrait orne encore la salle de réunion. Sur les employés qui pourraient perdre leur emploi. Sur la vision d'origine, dévoyée par l'orgueil et l'ambition de mon père. Le lendemain matin, j'ai appelé Martin. J'accepte leur contre-proposition, ai-je déclaré. Mais j'ai deux conditions. Premièrement, oncle Roberto doit retrouver son siège au conseil d'administration, avec le même pourcentage d'actions qu'il avait, mais prise sur la part de mon père, pas la mienne. Deuxièmement, je veux qu'une audit complète et indépendante des finances de la société soit menée pour les 5 dernières années. Ils ne vont pas apprécier, a noté Martin. On ne leur demande pas d'aimer, ai-je rétorqué. On leur demande d'être juste. La réunion finale s'est tenue à nouveau dans la grande salle de la société Vargas. Cette fois, outre ma famille et leurs avocats, mon oncle Roberto était présent. Mon père a pâli en le voyant entrer, mais n'a rien dit. Martin a énoncé mes deux conditions supplémentaires. Comme prévu, mon père a protesté. C'est inacceptable. Une audite? Et Roberto de retour au conseil? Tu ne peux pas nous imposer ça. Si, je peux, ai-je répondu calmement, et tu le sais. L'alternative, c'est le procès et les accusations au pénal. C'est mon offre finale, soit vous acceptez tout, soit je reprends mes billes immédiatement. Je n'oublierai jamais l'expression de mon père, à cet instant. Pour la première fois, j'ai vu la peur, un vrai sentiment de frayeur dans ses yeux, pas seulement le risque de perdre de l'argent, mais la perte totale de contrôle, la perspective de voir son empire factice s'effondrer. Il a regardé son avocat, qui a opéré un bref signe de tête,
puis Luciana, qui a confirmé d'un regard. Bien, a-t-il finalement consenti. Nous acceptons. 3 heures plus tard, tous les documents étaient signés. C'était officiel. Je recouvrais mon héritage, mon oncle Roberto reprenait sa place et une audit exhaustive allait démarrer. La société serait sauvée, mais sous de nouvelles conditions et avec plus de transparence. À la fin de la réunion, mon père est venu vers moi alors que je rassemblais mes affaires. Je t'ai toujours sous-estimé, a-t-il admis à voix basse. Une erreur que je ne referai pas. Dans son aveu, je n'ai perçu ni chaleur ni regret sincère, juste l'aveu contrit d'un adversaire qui avait perdu la partie. Non, tu ne la referas pas, ai-je répondu, parce que je te surveillerai désormais. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour. La société Vargas, loin de sombrer, a retrouvé une nouvelle vigueur sous une direction renouvelée. L'audit a mis au jour plusieurs irrégularités financières, mais nous avons pu les corriger avec du temps et des efforts. Mon oncle Roberto et moi formons une équipe étonnamment complémentaire. Son expérience alliée à ma vision plus moderne porte ses fruits, et même Luciana apporte ses compétences en marketing et en vente à ce nouveau modèle. Mon père, malgré de vives réticences au début, a fini par reconnaître que notre gestion plus éthique et transparente apporte de bons résultats. Ma relation avec le reste de la famille demeure toutefois compliquée. Certaines blessures ne guériront peut-être jamais entièrement. Ma mère tente de se rapprocher, m'envoyant des messages, m'invitant à déjeuner, s'efforçant de recréer des liens. Luciana et moi avons construit une relation professionnelle respectueuse, avec parfois des moments de complicité qui rappellent l'époque où nous étions plus jeunes. Avec mon père, en revanche, la situation est différente. Nous travaillons ensemble, nous nous respectons sur le plan professionnel, mais la confiance s'est brisée d'une façon sans doute irréversible. Nous n'avons plus jamais reparlé de la tromperie ou de ces années perdues. C'est comme si nous avions passé un accord tacite, ne parler que du présent et de l'avenir de l'entreprise. Ma jambe a guéri, même si, les jours de pluie, elle me lance encore un peu, me rappelant l'accident qui a failli me tuer mais qui, paradoxalement, m'a évité de tout perdre. Teresa est toujours ma meilleure amie et confidente. C'est elle qui m'a convaincue d'investir une partie de mes nouveaux revenus dans une fondation soutenant de jeunes entrepreneurs issus de quartiers défavorisés, un projet qui me remplit de fierté et dont je suis sûre qu'il aurait fait sourire mon grand-père. Parfois, quand je suis seule dans le bureau qui appartenait à mon grand-père et que je partage à présent avec mon oncle Roberto, je lève les yeux vers son portrait et je ressens un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse pour toutes ces années de ressentiment et de mensonges, gratitude parce que j'ai enfin trouvé ma place, non seulement dans l'entreprise, mais dans ma propre vie. L'accident qui a failli m'emporter est finalement devenu l'étincelle qui m'a permis de découvrir la vérité et de revendiquer ce qui m'appartenait de droit. Parfois, ce sont les pires moments de notre existence qui se transforment en nos plus grandes opportunités. Ou, comme le disait mon grand-père, parfois il faut tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, alors que je signe les documents pour notre nouveau projet, un programme durable alliant logements abordables et espaces verts, j'ai le sentiment d'honorer enfin l'héritage de mon grand-père, exactement comme il l'aurait souhaité, en bâtissant non seulement des bâtiments, mais aussi un avenir meilleur, plus juste et plus transparent.